nous rejoindre sur Digital Congo Télévision et FM pour le compte du magazine Entretien. Entretien qui reçoit ce soir pour vous Monsieur Freddy Mulumba, qui est journaliste, politologue et écrivain. Avec lui, on va devoir décrypter l'actualité de l'heure. Vous le savez, elle est marquée par l'agression du Rwanda. Le Rwanda qui, vous le savez, appuie les terroristes du M23 et les choses sont allées un peu plus vite. Hier, dans la soirée, le chef de l'État a présidé le Conseil supérieur de la défense et plusieurs décisions ont été prises, notamment la suspension des accords avec le Rwanda. C'est autour de toutes ces questions liées à cette crise qu'on va devoir discuter, échanger avec M. Freddy Mulumba. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir en même temps de vous avoir. Ouais, je suis un habitué aussi d'ici. Hein. Je passe de temps en temps. Je me rappelle une belle émission qu'on avait faite sur Rwandair. Okay. Je pense que les temps me donnent aujourd'hui raison. C'est grâce à votre clairvoyance aussi. Oui, c'était en 2019, quand on a signé les accords, je n'étais pas d'accord. J'ai dit non, il faudrait quand même en tant qu'intellectuel qu'on puisse dénoncer. Okay. Aujourd'hui, les temps vous donnent raison. Ouais. Alors, vous suivez depuis plusieurs années de près la question liée à la sécurité dans l'Est du pays. Vous-même, vous avez beaucoup écrit, vous tenez des tribunes à ce sujet. Alors, dites-nous, comment vous expliquez la résurgence de terroristes de M23 appuyés par le Rwanda? Oui, madame, il faut dire ici qu'il se joue deux situations que je peux dire, je peux facilement démontrer. C'est d'abord la question de leadership dans la sous-région. Et puis, deuxième élément, c'est le contrôle de nos richesses. D'abord, la question de leadership dans la région des Grands Lacs ou bien dans la région de l'Afrique centrale. Vous savez, le Congo a été toujours un pays important sur le plan international, sur le plan géopolitique. Quand M. Bill Clinton a accédé au pouvoir, il a décidé avec son entourage, avec ses hommes d'affaires, de déclencher la guerre au Congo. Mais derrière cette guerre, il y avait deux objectifs. D'abord, mettre la main sur les richesses du Congo, les exploiter, les piller, et ensuite faire imploser le Congo. Ce que je peux appeler la balkanisation. Mais derrière tout ça, il y avait un discours officiel. Ce qu'on peut appeler la politique étrangère américaine. C'était pendant une période où on parlait beaucoup plus de la lutte contre le terrorisme. On a décidé que le Rwanda et l'Ouganda prennent la tête des mouvements pour gérer l'Afrique centrale, ou bien l'Afrique des Grands Lacs. Voilà comment la guerre a commencé. Donc, les Rwandais et l'Ouganda ont fait un leadership commun. Donc, la guerre a commencé d'abord en la Tanzanie, soutenue par Nyerere. La Tanzanie, on est passé par Museveni en Ouganda. De l'Ouganda, on est passé au Rwanda avec Paul Kagame. Du Rwanda, on est passé au Congo avec M. Laurent Désiré Kabila. L'objectif, c'était quoi? Reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs, mais en utilisant les réfugiés rwandais. Parce que dans tout ça, depuis la Tanzanie, c'était les réfugiés rwandais qui étaient chassés en 1959 par la révolution Hutu. Kagame et Museveni ont eu leadership pour lutter contre le terrorisme. On les a dotés, on leur a doté de matériel. On a formé des militaires. On leur a confié des missions pour être les gendarmes des Grands Lacs ou bien de l'Afrique centrale.
Je pense que ce qui n'a pas marché, c'est beaucoup plus avec Mouzé. Mouzé a dit, un grand révolutionnaire, il a dit, pas question. En 1998, le 2 août, Mouzé a chassé et les Rwandais et les Ougandais. Vous vous rappelez? C'est une page d'histoire. C'est qu'on veut que Kinshasa pour ce qui s'est passé. Mais comme la décision était prise déjà à Washington, dans les milieux occidentaux, pour que Kagame et Museveni gardent l'Afrique des Grands Lacs, deviennent un peu des patrons, la disparition de Mouzé a fait que, d'abord, le 2 août, il y a eu les accords de Lusaka, qui étaient en défaveur du Congo. Mouzé n'était pas d'accord. On l'a assassiné. Ce qui est arrivé, c'est de l'histoire. Et on est parti à Sun City. Les Rwandais ont récupéré le leadership avec l'Ouganda. C'est là où on a commencé à mettre les pions partout, avec le brassage, mixage. Et je vous rappelle ici que Robert Roy, le vice-président, parce qu'il y avait un plus 4, un président plus 4 vice-président, Robert Roy avait pris la tête de la vice-présidence concernant la défense et la sécurité. Le vice-président Bemba avait pris l'économie. Et le Congo-Kinshasa, donc le gouvernement congolais, n'avait rien. Seulement le social à travers Yerodia. Donc tout était déjà planté pour que le Rwanda continue avec son leadership. Vous savez, actuellement, il y a un bouleversement qui date de 2017, avec l'arrivée de Trump à la tête de l'Amérique. Ils ont dit le travail qu'ils vont faire maintenant, donc le nouveau paradigme, ce n'est plus, d'abord, ce n'est pas le paradigme qui était l'ancien lutter contre le terrorisme. Maintenant, c'est le paradigme des compétitions, des rivalités entre grandes puissances. Donc, Kigali et Kampala, c'était lutter contre le terrorisme. Maintenant, le nouveau paradigme, c'est rivalité conquête entre grandes puissances, surtout entre l'Amérique, la Chine et la Russie. Et d'autres puissances qui vont émerger. Donc, le Congo redevient encore comme en 1960, du temps de la guerre froide. Mais si je parle du Congo revient comme du temps de la guerre froide, c'est pour expliquer la situation de Mobutu aussi. D'ailleurs, cette émission, je le signale, elle est à caractère pédagogique. Voilà, de temps en temps, M. Freddy Mulumba va un peu puiser dans l'histoire pour mieux expliquer. Oui, je parlais de la guerre froide. Quand l'Occident décide de faire la guerre contre, entrer en compétition contre l'Union soviétique, on a utilisé les Zaïre de Mobutu. En utilisant les Zaïre de Mobutu, Mobutu a joué le rôle donc le leader de l'Afrique centrale, mais aussi en Afrique. Rappelez-vous, on a envoyé des troupes au Tchad, même au Rwanda, on avait envoyé des troupes. C'est parce que les Zaïre, dans les temps, avaient ce rôle-là pour garantir, pour éviter à ce que le communisme entre en Afrique centrale, même jusqu'en Afrique l'Afrique du Sud. C'était ça le rôle de Mobutu, c'est qu'on avait confié comme leadership. Mais à la fin de son règne, on lui a dit ceci: le monde a changé avec la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin en 1989. On a dit à Mobutu, maintenant, nous voulons la démocratie. Mobutu n'a pas voulu comprendre. Mobutu a refusé. On a envoyé des émissaires, on n'a pas voulu comprendre. Et ils ont décidé de les faire partir. Et ma crainte, quand je parle de Mobutu, c'est pour dire que Kagame est aussi sur les mêmes traces. Donc, il est temps pour lui de comprendre qu'il faudrait devenir sage, qu'il accepte les nouvelles réalités, parce que maintenant, le leadership de l'Afrique centrale revient à la RDC. M. Freddy Mulumba, comment vous comprenez l'attitude de Paul Kagame
Avec l'arrivée du président Tshisekedi, on a vu les efforts qu'il a déployés pour harmoniser les relations. Parce qu'on va le dire, avec le président Kabila, c'était le froid entre la RDC et le Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, son premier voyage officiel, il l'effectue au Rwanda, on le voit plusieurs fois au Rwanda. Il a même signé plusieurs accords de coopération avec le Rwanda. Comment vous expliquez l'attitude de Paul Kagame? C'est la bataille pour le nouveau leadership que Paul Kagame ne veut pas accepter. Que son temps est arrivé à la fin. Il y a une nouvelle donne qui apparaît. Avec cette nouvelle donne, le Congo reprend sa place. Le président Tshisekedi revient le leader. Kagame ne veut pas accepter. Voilà pourquoi Kagame tient à tout prix pour faire un peu ce désordre au Congo. Et puis il faut savoir ceci. Le Rwanda, c'est un petit pays. Le Rwanda n'a pas de solution à proposer à la sortie de la crise. Un petit pays surpeuplé et pauvre. C'est le Congo qui a tout. Donc on peut dire aujourd'hui, si on voit ce que dans l'Afrique Grand Lac qui est la paix, le Congo c'est l'acteur majeur. Mais malheureusement, Paul Kagame, qui est habitué à faire la guerre, n'est pas prêt à accepter ça. C'est comme Mobutu, non? On a dit c'est arrivé, il faut arrêter. Il n'a pas voulu comprendre. Et puis, autre élément important, c'est l'armée. Vous savez, le président Kagame, avec son armée, vivait grâce au Congo. Vérifier les informations sur le plan minier. La plupart des mines étaient gardées par des militaires rwandais. Voilà pourquoi le Rwanda était le premier producteur du coltan, sans avoir de mines de coltan chez lui. Donc, les militaires, l'armée rwandaise pillée, ça passait par là. Et puis, nos amis occidentaux qui ont installé au Rwanda et en Ouganda leurs usines pour transformer l'or et le coltan. Donc, pour vous dire que Kagame joue le rôle de commissionnaire, mais les grands patrons, ce sont des entreprises occidentales qui sont installées et à Kigali et à Kampala. Donc, on ne peut pas, toutes ces entreprises n'appartiennent pas aux Rwandais. Hein. Ça appartient à ces multinationales. C'est eux maintenant qui ont peur aussi. Parce qu'en Europe, il y a la crise financière. C'est la faillite, vous suivez les informations. Ils n'ont pas d'autre choix. On peut croiser les bras pensant qu'ils vont se retirer. Une erreur. Il faut construire un rapport de force pour les contraindre à accepter la nouvelle donne. On reviendra sur les pistes de solution. Ouais. Mais j'aimerais quand même ici soulever un autre aspect. Beaucoup d'observateurs estiment que la RDC a levé plusieurs options qui, en réalité, c'était des mauvaises décisions. Notamment le fait d'avoir tourné le dos à la SADC pour aller adhérer à Eastern Africa. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a été berné. Non, je pense que nous sommes une puissance. Il faut que tous les Congolais comprennent. Nous sommes la clé du développement et de la puissance de l'Afrique. Il faut qu'on soit conscient. Nous pouvons être présents partout. Nous sommes 100 millions d'habitants. Nous avons 9 frontières. Donc on peut être à Est Africa, on peut être à SADC, on peut être CAC, on peut être, il y a encore Sirgel. C'est bon pour nous. Mais la difficulté, c'est nous-mêmes. Est-ce que l'élite congolaise est-elle consciente que nous sommes, le Congo, c'est une puissance? Donc, l'élite congolaise, mais la classe politique actuelle, n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce que si on comprenait les enjeux, que nous sommes une puissance, on a tous les éléments de puissance. Nous avons les richesses, nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons le terre arable. C'est un paradis. Sommes-nous conscients de ça? Donc le problème, c'est l'élite congolaise n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais je pense que le moment est arrivé aujourd'hui, avec toute cette crise, de tirer des leçons. Et M. Fredy Mulumba, vous parlez d'un petit pays, mais en relation internationale, un petit pays, ce n'est pas par rapport à sa superficie, c'est par rapport à sa capacité de s'organiser. Je pense que chez nous, au village, on vous dit que si vous voyez un petit enfant vous agresser, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont derrière. Donc, les Rwandais jouent le rôle des commissionnaires.
ceux qui sont derrière, ce sont les gens qui étaient les multinationales, qui étaient à Berlin en 1885, qui estiment que le Congo leur appartient. Et toutes les richesses leur appartiennent. Voilà pourquoi il y a une concentration de la guerre à l'Est. Ça partir du Katanga jusqu'à Ituri. Et c'est cette place, donc cet espace qui a été convoité par les anglo-saxons. Réaliser l'histoire avec le pôle 2. Ça a été récupéré un peu en retard parce que les anglo-saxons ne voulaient pas que le Congo, le pôle 2 et la Belgique contrôlent cet espace-là. Donc, les Rwandais, comme ils sous-traitent les multinationales, ils pouvaient nous faire la guerre avec le soutien de ces multinationales. Vous voyez, nous sommes sous embargo. Oui. Mais le Rwanda achète des armes. Est-il normal? Les questions de vote, de résolution du Conseil de sécurité aux Nations Unies. On avait difficile à condamner les Rwandais. Quand on parle du Congo, personne ne pouvait soutenir le Congo, sauf la Russie et la Chine. Mais les Américains étaient pro-rwandais. Tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait facilement sortir comme défense pour les intérêts du Congo, on était contre nous. Donc, ce n'est pas les Rwandais, ce sont les capitalistes prédateurs qui sont derrière le Rwanda, qui nous font la guerre. Cela, moi, je dis, il faudrait qu'on change notre discours. C'est ni le Rwanda ni l'Ouganda. Ce sont ces gens qui estiment qu'il faut exploiter le Congo. Ce qui est normal, c'est ça la logique capitaliste. Mais nous faisons quoi pour éviter ce qu'on exploite notre pays? Nous faisons quoi pour que l'Afrique devienne quand même une puissance, une force, pour éviter qu'elle soit toujours dominée. Donc, la balle est dans notre camp. C'est nous le problème. Donc, il faudrait que nous prenions conscience. Savoir n'est pas seulement pointer du doigt les Rwandais. Je vois les gens qui crient. Mais ils oublient que derrière les Rwandais, il y a des intérêts. Alors, tout à l'heure, vous parliez aussi de l'infiltration. Ouais. Que les Rwandais nous infiltrés dans tous les domaines. Alors, il y a les députés nationaux. Devant les députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a même prévenu que les députés nationaux qui travaillent de mèche avec le Rwanda ou avec le groupe rebelle seront bientôt arrêtés. Est-ce une réaction tardive quand on sait que ces gens-là sont là? Depuis longtemps, ils font ce sale travail, mais on n'a jamais interpellé. Donc, je pense que l'environnement international a changé. Auparavant, c'était difficile parce que les Rwandais avaient des soutiens partout. C'est un peu le cas maintenant. Je pense que la guerre en Ukraine a quand même eu un grand impact sur la situation au Congo. Je ne pense pas que les Occidentaux, surtout les Américains, auront intérêt à se mettre 100 millions de Congolais sur les dos. Mais pourtant, on n'a pas entendu des condamnations. À peine le Sénat américain qui s'est prononcé, mais pour le reste, c'est la loi de l'Omerta. Non, mais le problème, c'est le suivant. Il ne faut pas attendre que les autres parlent à notre place. Nous faisons quoi? C'est le problème, c'est nous-mêmes. Nous devons nous organiser pour défendre nos intérêts. N'attendez pas que les Américains, les Britanniques, les Russes, les Chinois viennent défendre nos intérêts. C'est ça notre naïveté. Notre classe politique ne comprend pas les enjeux. C'est à nous de nous organiser, savoir définir nos intérêts et les défendre. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui tous les médias à Kinshasa qui aient des plateaux pour expliquer les véritables enjeux et pointer du doigt les véritables tireurs de ficelles? Je vous prends un exemple. Dernièrement, il y a eu le sous-secrétaire d'État américain au Trésor qui est venu ici. On a sanctionné un Belge qui avait une raffinerie de l'or à Kampala. Donc, les Américains sont venus sanctionner un Belge qui raffinait tout l'or qui venait de l'Ituri. Donc, si la guerre était toujours à l'Ituri, vous pensez que ce sont les Kodeko et les autres? Non. C'était celui qui était à Kampala, avec la complicité de Kampala et de Museveni, qui achetait l'or, mais aussi les vendeurs d'armes. On vient, on donne des armes à tous ces bandits, ils contrôlent les mines d'or. Entre-temps, on prend cet or, on les vend en Suisse et ailleurs.
ne sont pas des Ougandais. Ce sont les Occidentaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Les Américains ont compris, ils sont venus, ils ont sanctionné. Dites-moi à Kinshasa, vous avez quel homme politique, quel journaliste, quel intellectuel soutenir l'action de l'Américain. Ce qui est dramatique, les autres, quelquefois, s'éprennent de nous, sauf nous. C'est là où l'infiltration et la menace que Kagame, pèse sur l'élite. Quand vous partez avec la plupart des élites congolaises, tout le monde a peur de parler. La peur de la mort, la peur est près des privilèges. C'est comme si Kagame contrôlait Kinshasa. Donc, les problèmes ne sont pas les Américains. Les problèmes ne sont pas les Russes, ne sont pas les Occidentaux. C'est nous-mêmes. Les gens comprendront que nous sommes dans un monde des intérêts. Entre État et État, ce sont les intérêts. Nous devons définir nos intérêts de se battre. Mais l'infiltration en face, c'est que ce n'est pas facile. Parce que cette infiltration n'est pas seulement rwandaise, mais aussi il y a beaucoup de services de renseignement qui fonctionnent ici contre nous. Donc, on essaye un peu de mettre des désordres pour que l'élite congolaise ne s'organise pas. Vous voulez vous mettre ensemble, on corrompt, ou bien on vient avec des discours tribaux. Ce qui fait que vous pouvez venir à Kinshasa, c'est rare de trouver les gens se mettre ensemble pour parler du Congo. Vous avez des gens qui se contredisent. On vous dit, on a attrapé les militaires rwandais, ils sont là. Non, il y a des gens qui disent, non, ce ne sont pas des militaires rwandais, c'est les M23. On n'a pas le même discours. Ça signifie qu'il y a encore des gens ici qui travaillent pour les intérêts occidentaux et pour les intérêts rwandais et ougandais. Donc, il faudrait que l'élite congolaise, la classe politique congolaise, prenne conscience d'abord le Congo. Alors, il y a le chef de l'État qui a présidé hier dans la soirée le Conseil supérieur de la défense. Plusieurs décisions ont été prises dans la foulée. Alors, vous pensez que ça peut vraiment asphyxier le Rwanda? Oui, madame, je pense que même les gens qui disent qu'il faut aller faire la guerre militaire au Rwanda, non. Je pense que ça a été trop sage de casser le Rwanda sur le plan économique. Le Rwanda n'a rien chez lui. Dès qu'on met la main, on annule tous les contrats. Rwandair avait signé un contrat avec la RDC. Vous avez encore une compagnie de l'or qui a signé avec la RDC pour qu'il y ait la paix. Mais Kagame n'est pas satisfait. On lui a donné tout, même au niveau du service de renseignement. Nos services de renseignement travaillent ensemble avec les Rwandais. Les Rwandais, c'est un pays agresseur. Oui, grâce au mécanisme conjoint. Malgré tout ça, Kagame ne veut pas. Il ne peut pas accepter ça. Il est dans une logique de la guerre. Mais je pense qu'avec ces sanctions économiques, je ne donne pas une année. Je ne donne pas une année à Kagame. D'abord, au niveau interne, la vie sera intenable. Deuxième élément, au niveau de l'armée. Parce que cette armée vit grâce au pillage du Congo. Et si cette armée revient à la maison, on sait comment ça se passe. Il faut relire l'histoire. Donc moi, j'ai conseillé à Paul Kagame de devenir sage. De ne pas s'entêter. Le monde a basculé. Le Congo redevient une puissance. On n'a pas intérêt à ce que l'Afrique soit dans ce désordre. Tout ce qui se passe à l'Est, tous ces minéraux qui sont pillés, ne sont pas les Rwandais qui profitent d'aller à Kigali, aller dans nos provinces. Il y a une misère terrible. Est-il normal que d'autres personnes qui ne sont pas africains viennent nous utiliser pour piller l'Afrique? Et les Africains sont pauvres. Donc le temps est arrivé qu'on arrête ça. Ça, c'est à Paul Kagame de comprendre les enjeux. De dire, je deviens sage, je ne peux pas faire la guerre au Congo, que les populations congolaises et rwandaises vivent dans le calme. Mais ça ne sera pas facile parce que les parrains ne vont pas accepter. Ils vont vendre les armes où? Ils vont piller où? Et surtout que pendant cette période, avec presque la fin, le dollar qui est en train de chuter aussi, qui est en difficulté par rapport à d'autres devises, les gens ont tendance à garder leur argent dans l'or.
Donc, il y a une forte demande de l'or sur le plan international. Donc, ils ne vont pas accepter que le Congo soit stable. Si le Congo devient stable, à Kigali, il n'y a pas de régime. Si le Congo devient stable, à Ouganda, il n'y a pas de régime. Donc, on le veuille ou non, c'est la roue de l'histoire qui tourne. Mais qu'on tire les leçons du passé. Parce que, je disais ici, regardez durant la guerre froide. Nous, on a eu des problèmes avec l'Angola. Mobutu a travaillé pour l'Amérique contre contre l'Angola, qui était soutenu par les Soviétiques. Il y a eu beaucoup de morts. À la fin de la guerre froide, on a gagné quoi? Regardez l'Angola aujourd'hui. Pourquoi les Africains ne peuvent pas tirer des leçons du passé? Personne ne viendra faire notre bonheur. Et Kagame doit comprendre ça. Le temps est arrivé à la fin. Qu'ils comprennent, qu'ils retirent ses troupes. Et surtout, qu'il y ait un dialogue entre Rwandais. Vous voyez, on vient à Kinshasa, il faut négocier, il faut discuter. Il y a une élection. Au Rwanda, non. Ça signifie quoi? Nos amis qui sont dans la mafia, qui sont dans les pillages, ont besoin du Rwanda pour créer des ordres au Congo. Mais pour que ces désordres prennent fin, ce ne sont pas des négociations. J'étais à Bruxelles, j'avais rencontré l'ancien ministre belge Decroix. J'étais en 2013. On était en campagne contre la balkanisation. On arrive, discute avec lui, il a été très clair. J'étais en corrigeant le potentiel. Si vous voulez accueillir la stabilité au Congo, que cette guerre prenne fin, allez en Amérique. Ça veut dire? Les Américains, c'est eux qui peuvent mettre fin à cette guerre. En 2013, il faut rappeler aux gens ici, bien que notre armée a attaqué l'M23 avec la MONUSCO, il y a eu 2 coups de fil importants de William Hague, ministre des Affaires étrangères Grande-Bretagne, mais aussi de John Kerry, secrétaire d'État. On a appelé à M. Kagame de retirer ses troupes. Voilà pourquoi, quand notre armée est entrée, on a mis de l'ordre. On a eu beaucoup d'armes neuves. Ça passait par où? Par Kigali. Ce n'était pas M23, c'était Kigali qui nous fait la guerre. Donc si les parrains demandent, intiment l'ordre à Kagame et à Museveni, arrêtez d'embêter le Congo, je pense que les choses pourront marcher. Maintenant, le problème, c'est nous-mêmes. C'est là où on va maintenant évoquer les pistes des solutions. Ouais. Puisque vous aviez dit que le Rwanda est sous-traité, pourquoi la RDC n'irait pas discuter directement avec ceux qui sous-traitent le Rwanda? Qu'est-ce qui nous empêche, nous? Non, je pense qu'il faut aller dans l'histoire. Aller à partir de Berlin, 1885. Ça a été décidé dans ces pays qu'il n'y ait pas un chef d'État. Il faut qu'il y ait des gérants qui gèrent les intérêts du monde capitaliste. Et le Congo doit rester le réservoir des matières premières de l'industrie occidentale. C'est ça la donne. En partant de ça, ils préfèrent passer par des intermédiaires pour piller. Si aujourd'hui nous nous mettons d'accord, venez piller, ils viendront sans problème. Mais quand vous dites non, mais ils vont créer des guerres pour venir les prendre eux-mêmes. Parce que dans leur imaginaire, le Congo leur appartient jusqu'aujourd'hui. Et donc il n'y aura pas d'issue? L'issue, c'est qu'il faut construire un rapport de force. Nous sommes naïfs. Nous ne sommes pas contre les capitalistes, nous ne sommes pas contre l'Occident. Il faut créer un rapport de force. D'abord, un rapport de force intellectuel. Il faut construire ce narratif qui fasse que nous soyons toujours comme des gens à dominer. Donc, il faut reconstruire l'imaginaire de l'élite congolaise. Nous sommes une puissance. Nous devons travailler pour notre peuple, travailler pour le Congo et pour l'Afrique. Mais quand vous avez des élites, il y a un petit problème, ils sont à Paris, ils sont à Washington. Non. Nous déconstruisons les discours, on construit un rapport de force sur le plan intellectuel. Maintenant, on peut voir les dimensions militaires, dimensions économiques, militaires, parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup de richesses comme ça sans une armée forte.
C'est de l'illusion. Il y aura toujours des gens qui viendront nous faire des guerres. Si aujourd'hui ce n'est pas les Rwandais ou l'Ouganda, il y aura des mercenaires. Ils peuvent venir le matin ici, vous n'avez pas d'une armée. On fait un coup d'État, on fait des désordres. Donc l'armée là, c'est les piliers du pouvoir. C'est les piliers de l'État. On a une armée forte. Et une armée aussi qui a une certaine idéologie. Nos militaires ne savent pas pourquoi ils se battent. Donc il faut un travail de conscientisation au niveau des militaires, de fierté. Pourquoi vous vous battez? Mais aussi il faut que ce travail, ce que les militaires font, soit reconnu par la population. On ne peut pas avoir une armée mal payée et désorganisée. L'armée fait partie du corps de notre État. Les débats devaient être sur la place publique pour savoir nous faisons quoi avec notre armée. Sans armée, il n'y a pas d'État. Et un autre élément important, c'est l'économie. Aujourd'hui, toute notre économie est dans les mains des étrangers. Tout est vendu au Katanga. Il n'y a plus d'espace. Tous les carrés miniers sont dans les mains des étrangers. Toutes les banques que vous avez ici sont étrangères. Dites-moi, il y a une banque congolaise. Comment vous avez construit une économie sans avoir une banque congolaise? Il y a un problème. Donc nous devons, en dehors de l'armée, avoir des hommes d'affaires forts. Je pense que le problème ici, c'est un problème politique. Ça signifie quoi? Nous devons sélectionner des gens qui veulent faire des affaires. On leur donne des moyens. On les protège. Parce que ces gens vont travailler pour le Congo. Il faut qu'ils aient de l'argent. Aujourd'hui, il suffit que les Libanais décident. Il n'y aura pas à manger à Kinshasa. On va dire on ne va pas, on va pas donner de devises. Tout va s'arrêter. Est-il normal? Donc il faut que les Congolais aient des affaires. Il n'y a pas de Congolais de milliardaires ici. Mais curieusement, vous avez des gens qui volent des millions chaque jour. C'est du jamais vu. C'est comme si on n'est pas conscient de voir que nous sommes un grand pays, mais on ne pense pas à l'avenir. Donc si vous avez les hommes d'affaires qui sont soutenus par l'État congolais, qui donnent des moyens. Je prends l'exemple de la Chine. Tous les hommes d'affaires chinois que vous voyez, et le patron de Huawei, c'est un colonel de l'armée chinoise. Quand on a décidé à ce que la Chine quitte le système communiste pour entrer dans le système capitaliste, les Chinois ont décidé de sélectionner parmi les élites chinoises pour les former et devenir des hommes d'affaires. Ce qu'ils veulent. Ils ont quitté leurs fonctions, on a donné des moyens, on les a formés. C'est comme ça que vous avez aujourd'hui Huawei, la plus grande entreprise de téléphone. C'est la volonté politique. Personne ne peut nous empêcher de faire ça. La faute est à nous. On a peur. Il faut reconstruire un imaginaire de puissance. Il faut que chaque Congolais, chaque élite congolaise comprenne. Nous sommes une puissance. Donc quand vous partez, concentrez qu'il y a un Congolais qui passe. Pas des gens qui rasent des murs comme des enfants, qui pleurent à tout moment. Et ce qui est encore grave ici, quand il y a des grands débats, il y a de grands forums, au lieu d'envoyer les meilleurs d'entre nous, on envoie des médiocres. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, regardez, à votre pays là, regardez, dès qu'ils sont arrivés, tout le monde dans des magasins pour acheter des habits. J'étais à Washington en 2013, au département d'État. On est en formation. Il y a une dame qui travaille là-bas, mais qui était à l'ambassade américaine, Catherine. Quand on a été reçu par les services qui s'occupent de l'Afrique, elle était là. On a commencé à discuter avec les Américains. À la fin, elle m'appelle de côté. Elle me tire de côté. Il me dit, mais Monsieur Frédéric, votre problème est qu'on ne voit pas une élite qui émerge. 2013. Est-ce qu'aujourd'hui on a une élite? Quand on dit élite, ce n'est pas un individu. Il faut voir ça dans un terme collectif. Vous avez des hommes d'affaires, vous avez des intellectuels, vous avez des journalistes, vous avez des politiques, vous avez des écrivains, des cinéastes, des musiciens. Tout ça fait donc, je dirais une élite collective. Mais ici, on a des individus. Tu écris ton livre seul, c'est parce que tu es arrivé. Non. Il faut qu'on change à notre niveau. Qu'on construise
des clubs, des organisations, dans tous les domaines. Mais qui doit les faire? Qui doit prendre l'initiative? Mais ce n'est pas les politiques. Vous travaillez ici, qui vous demande de travailler? Il y a au niveau de notre pays, ça vous allez vérifier dans d'autres pays, ça n'existe pas. Dernièrement, j'ai reçu, quand j'étais encore de l'autre côté, j'ai reçu 2 professeurs de Bordeaux. Ils étaient venus en enquête ici. Ils m'ont dit, ils ont parlé avec toutes les élites congolaises, la plus grande partie. On ne voit pas les gens, on ne voit pas de groupes. Chacun parle pour soi-même. Rien n'a changé. Ou bien on change, ou bien on disparaît. Oh. Il ne faut pas attendre que les hommes politiques viennent vous dire, organisez-vous, vous les journalistes. Organisez-vous les commerçants. Les malheurs qu'on a eus, c'est d'être colonisé par la Belgique. On a une culture, c'était le paternalisme, hein, comme les enfants. Si vous partez dans de pays anglophones, c'est pas la même culture. Va au Cameroun, tu vas voir comment les Camerounais parlent. Mais viens ici. Même ces gens qui se disent des grands intellectuels, tout le monde a peur. Donc on a connu, on a un passé douloureux. Nous sommes un peuple traumatisé. D'abord, nous sommes le seul pays en Afrique où on a connu beaucoup plus d'assassinats d'hommes politiques. Kipanvita, Kimbangu, Lumumba, Moulele, Mouzé. Tout le monde a peur, si vous parlez, on va vous tuer. Donc, on a ce traumatisme-là. Donc, ce qui fait que notre élite n'a pas, ne prend pas le courage d'affronter le problème en fond. Ils attendent toujours, non, on attend la Belgique va nous aider, on attend la France. Non! Donc, nous devons changer de paradigme, changer notre manière de voir les choses, réinventer le Congo, réinventer l'imaginaire. Un imaginaire de fierté, des hommes debout, un imaginaire de puissance. Parce que le pays a besoin de gens puissants. Avec de telles personnes, je pense que, je prends un exemple un peu, on peut être contre Mobutu. Imaginez-vous, dans les années 74, dans ce pays, il y a eu le plus grand combat de boxe. Le monde entier savait que les ailes existaient, en 1974. Rappelez-vous aussi, avec le Léopard. Ils sont partis en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on est incapable même de gagner des petits matchs. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question? Comment avec tout l'argent qu'on met, on est incapable de... Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Un, des deux, il y a trop de médiocres. Ou bien nous changeons, ou bien le Congo disparaît. Or, on ne peut pas disparaître. Mais je pense que notre peuple... On doit survivre. Oui, notre peuple. Parce que si vous voulez connaître la puissance d'un peuple, vous voyez un peu la culture. Nous sommes le pays où on écrit beaucoup. Il y a beaucoup de publications. Mais malheureusement, ceux qui occupent des postes importants sont médiocres. Un, et deux, beaucoup d'infiltrés. Voilà pourquoi on est par terre. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les pistes de solutions sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Mais il y a aussi un autre aspect sur le plan diplomatique. La voix de la RDC ne porte pas assez. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, le Rwanda chante à tout bout de champ son génocide. Pourtant, la RDC a connu le plus grand génocide du monde. On parle de 10 millions. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne fait pas du marketing autour de ça? Oui, allez encore dans l'histoire. Ce n'est pas le premier génocide. Ça, c'est le deuxième. Il y a eu du temps de caoutchouc. On avait besoin de caoutchouc pour faire des pneus. Léopold II en a tué 10 millions. Au lieu que Léopold II soit sanctionné, là on a identifié, mais derrière Léopold II, c'était les multinationales qui exploitaient les caoutchoucs. Léopold II pillait, coupait les mains des gens, tuait, mais vendait à qui? Aux capitalistes. Léopold II a été identifié comme des génocidaires. Au lieu de les condamner, qu'il y ait un procès, on a pris le Congo, on a cédé à la Belgique. Aujourd'hui, nous sommes dans le même processus. Ça fait 10 millions de morts. Les Rwandais a eu 800 000, on en parle, mais les 10 millions de morts au Congo, on n'en parle pas. La plupart de nos amis occidentaux sont complices. Pourquoi?
Parce que si aujourd'hui il y a un procès, ce n'est pas les Rwandais, c'est eux. Voilà pourquoi Kagame les fait des chantages. Les 10 millions de Congolais sont sur les dos des Occidentaux. Mais le problème est que nous-mêmes, on ne fait pas la campagne. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que on fait par tous les moyens. Par les capitalistes prédateurs qui étaient à Berlin en 1985, que les Yossuri du Congo ne puissent émerger. C'est la bonne guerre. Hein? Ils préfèrent qu'on soit là où nous sommes, là, où nous embrouillons, on pille, on vole, on tue, et personne ne parle. Il ne faut pas leur demander de faire à notre place. C'est à nous maintenant. Voilà le travail des journalistes, le travail des médias. Quand je regarde vos médias, ce sont des querelles d'enfants. Les gens se chamaillent, les politiciens passent à la télévision pour dire on va aller aux élections. Vous allez aux élections là où il n'y a pas d'État. Oh, on va se partager le pouvoir. Donc la vie d'une élite est réduite au niveau des partages de pouvoir et comment manger. Donc c'est une élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà pourquoi il faut changer la classe politique. On ne la change pas, l'histoire pourra nous condamner. Donc, pour terminer, c'est notre discussion, notre émission. Ce qui se passe maintenant, c'est un conflit au niveau du leadership régional. Ce qui se passe entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui se passe maintenant, c'est un combat pour le contrôle de matières premières. Mais si à Kinshasa, il y a un pouvoir solide, il y a des élites solides, je pense qu'on peut construire un rapport de force avec tous ces capitalistes, avec tous les autres, les mafieux. On peut les contraindre à négocier avec nous. Il ne faut pas attendre que les autres viennent travailler à notre place. Donc, changeons d'élite, changeons la vision et construisons un esprit de grandeur et de puissance. On négocie avec les hommes puissants et non avec les faibles. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. Je rappelle que vous êtes politologue, journaliste et écrivain. C'est la fin de cet entretien qui, on l'espère, vous a édifié sur cette question qui est vraiment cruciale. Il s'agit là de notre survie en tant que nation, en tant que peuple. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Entretien.